Hop. Hello! Bonjour, salut. Je vous Alors, rappelle, salut Céline. tout le monde nous entend apparemment, donc c'est cool. J'ai eu des petits pouces, des petits bonjours et tout. Donc c'est parfait. Alors, je vais commencer directement l'introduction. Les gens se connecteront au fur et à mesure et puis ceux qui regarderont en replay, eh bien regarderont en replay. Il se peut que Parfait. mon téléphone se casse parfois la gueule parce que j'ai une installation un peu rocambolesque faite de carton et de beaucoup de créativité. Mais bon, on va faire comme on peut. Alors, donc ce soir, le thème de ce live, c'est sur le coaching et la thérapie. Donc, j'ai invité Walid, qui est un coach avec lequel je travaille parfois ou à qui j'oriente des patients. Voilà, donc je vais laisser Walid se présenter. Bonjour, merci, ça me fait plaisir d'être là. C'est la première fois que je fais cet exercice, donc je suis assez ému, c'est une nouveauté, j'aime bien. Et je m'appelle Walid, j'ai 41 ans et je suis coach professionnel. Voilà, et donc du coup, c'est le thème d'aujourd'hui. Et donc du coup, parler de ce métier du coaching qui est pas très connu et en quoi il est complémentaire, mais aussi assez différent de la thérapie, de la psychothérapie. Et du coup, on va enlever les croisements qui sont là, qui sont un peu mélangés des fois dans la tête des gens. Exactement. Bon, et du coup, donc moi, c'est Cécilia. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychologue spécialisée en traumatologie. Et donc, je tiens le compte Mindfree et j'essaie de mettre en place des lives avec différents professionnels, soit thérapeutes, soit coach, par exemple, pour parler parfois des similitudes et des différences de nos métiers afin que les gens soient informés et puissent un peu mieux s'y retrouver. Parce que globalement, il y a quand même un peu à boire et à manger dans tout ça. Et donc là, l'idée, ça va être de pouvoir un peu informer sur ce qu'est le coaching et ce que peut être du coup la thérapie. Alors, on avait reçu des questions, donc je vais commencer on va commencer par répondre aux questions qui s'adressent principalement à Walid, du coup. Et donc, la première question avait été posée par une abonnée qui disait pourquoi devenir coach? C'est une bonne question. Avant de répondre à cette question, peut-être préciser un peu qu'est-ce que c'est d'abord le métier de coaching, parce que le métier du coach, parce que avant de vouloir il y a peut-être des gens qui se posent cette question-là, pourquoi devenir coach, mais il y en a sûrement aussi qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc peut-être préciser. Donc moi, mon travail consiste je suis seul, je suis entrepreneur, donc je travaille à mon compte. Là, on peut voir que je travaille de chez moi. Ça, c'est mon bureau. Et, euh, et en gros, voilà, pour parler un peu de mon parcours, mes diplômes, j'ai une certification de coach consultant professionnel. Alors, j'ai 3 diplômes. Je vais le préciser parce que ça va surprendre certains d'entre vous. J'ai un BTS hôtellerie, option gestion et marketing. J'ai un diplôme d'ingénieur informatique et une certification de coach. Donc voilà, déjà là, on se pose certaines questions, mais ça, on verra plus tard, peut-être quand je raconterai un peu mon parcours, on comprendra pourquoi. Mais entre guillemets, ce qui me définit, c'est que je change de vie à peu près tous les 10 ans, je change tout et je recommence. Voilà. Et donc, ce métier de coaching, en fait, pour faire la définition un peu voilà, officielle, c'est une méthode d'accompagnement qui va puiser dans différentes techniques et théories, notamment un peu de psychothérapie. C'est pour ça qu'il y a des fois des malentendus, mais c'est pas parce qu'on puise dans la psychothérapie qu'on va s'adresser aux mêmes problématiques. Euh, on va aussi balayer un champ très large de problèmes à résoudre. Et on va puiser notamment aussi dans la PNL, dans les TCC. Voilà, c'est ce qu'on appelle une approche intégrative. Autrement dit, il n'y a pas de limite. On va vraiment, en essayant d'être au maximum cohérent, d'intégrer un maximum de techniques et d'outils qui nous permettent d'aider nos clients. Alors, comment j'aide mes clients? En gros, je les aide à se repositionner sur eux-mêmes, à changer leur point de vue, à changer de point de vue sur leur environnement et de surmonter soit un sentiment d'échec, de détecter un peu les croyances limitantes et les aider avec ça. Et surtout, de créer une relation avec le client qui va lui permettre de trouver ses propres solutions. Alors on dit souvent la solution est en toi, c'est toi qui me détiens la solution. Donc ça c'est vrai,
Mais après, c'est un peu trop fantasmé. En réalité, c'est une relation, une collaboration entre le client et son coach qui vont faire émerger ces solutions. Et j'insiste sur le propre au client. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que le coach ne donne jamais son avis et ne propose jamais de solution. Voilà. Donc, si un coach vous dit faites cette méthode, faites ceci, faites cela, ça va marcher, une méthode en 10 étapes pour arriver à faire ça. Là, on n'est pas un coach, on est un conseiller. Et le coach n'est pas un conseiller, n'est pas un consultant, n'est pas un formateur et surtout n'est pas un thérapeute. Mm. Et alors, qu'est-ce qui Voilà. t'a de faire ce métier alors, puisque du coup, t'en es pas à ta première reconversion. Donc, qu'est-ce qui fait Ouais. que tu as pu t'orienter vers le coaching après tout ce que tu avais déjà fait? Alors, ça, il faudra que ça se comprend si je vous raconte en fait mon parcours, tout simplement, mon parcours de vie. Je crois qu'il y avait une question, c'était qu'est-ce que tu as de plus que les autres pour te prétendre coach? Donc, moi, j'aime bien cette question parce que je vais y répondre en tant que coach. C'est qu'est-ce que j'ai de plus, mais par rapport à quoi? Est-ce que c'est en ma taille? Ben non, parce que je suis pas très grand, je fais 1m71, donc non, j'ai pas grand-chose de plus à ce niveau-là. C'est les abdos en plus. Comment? Je dis Ouais, les abdos en plus. ouais, c'est une question un peu difficile à répondre. Et les autres aussi, qui sont ces autres? Donc je présume que ce sont les autres coachs. Qu'est-ce que j'ai de plus qu'eux? Donc ça, c'est une question qui est pas, c'est impossible d'y répondre on est dans une approche humaine et chacun a ses potentiels, ses capacités, ses ressources. Mais en tout cas, je peux y répondre aussi par rapport à mon parcours. Donc là, je vais vous la faire un peu en mode storytelling, hein. Je vais vous raconter un peu mon histoire. J'ai grandi dans le sud de la France. Dans le sud de la France avant il y avait ce qu'on appelait, qui n'existe plus trop aujourd'hui peut-être, c'est le rêve américain. Et donc j'ai grandi dans le sud en rêvant d'aller vivre aux États-Unis, c'était mon rêve. Et moi je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. D'ailleurs à l'école, ma maîtresse d'école m'appelait Gagarine, elle me disait t'es toujours sur la lune. Donc moi j'ai toujours pensé que j'étais un peu distrait, voire un peu perché. Mais aujourd'hui je découvre en fait que ça s'appelle tout simplement la visualisation. Donc je suis vraiment rassuré avec ça. Et en gros, je rêvais d'arriver aux États-Unis. Et puis, voilà, j'ai passé une scolarité normale, j'ai eu mon bac. Et après, je me suis lancé dans des études qui me désintéressaient au possible. Et donc, ça ne m'intéressait pas. Et j'attendais juste le week-end pour aller voir mes potes et faire la fête. Et un soir, un samedi, on était avec un ami, on était en train de refaire le monde. Et comme souvent, ça peut arriver à certains, de se dire, mais t'imagines, on plaque tout. T'imagines, on part à l'autre bout du monde et on recommence. C'est ce genre de délire qu'on a tous eu. Donc on l'a eu et j'ai vraiment, voilà, je me suis mis à rêver, sauf que moi, le week-end est passé et lundi matin, quand je suis arrivé en cours, bah, j'étais dégoûté et j'ai pas réussi à m'enlever cette idée de la tête. Et donc, du coup, je suis allé voir ma mère et je lui ai annoncé, j'arrête l'école et je veux partir vivre aux États-Unis. Voilà. Donc, c'était un défi que je me suis lancé, je me suis dit, je vais le faire. Et en gros, ma mère m'a dit, vas-y, je crois en toi, tu vas y arriver. Elle m'a toujours donné confiance en moi. C'est en partie de là que je tire aussi beaucoup de force. Et donc, du coup, j'arrête l'école, je pars aux États-Unis, je regarde quels sont les métiers qui sont les mieux cotés quand on est français, eh bien, c'est la restauration. Donc, je me dis, allez, pourquoi pas se lancer dans la restauration. Je fais de la restauration, je rentre de France et je me dis, bah, maintenant que je suis lancé, je vais faire carrière dans l'hôtellerie. Donc là, ça explique mon premier diplôme, pourquoi j'ai un BTS hôtellerie, gestion marketing. Donc, je pars vivre en Suisse pour travailler dans l'hôtellerie de luxe. Je me dis, je vais aller viser un des meilleurs hôtels, je veux travailler dans le luxe, dans le 5 étoiles, c'est super, les strass, les paillettes, le champagne, je veux continuer à faire ça. En plus, ça m'a permis de travailler sur une timidité que j'avais, et ça m'a vraiment aidé ce métier-là. Et donc, au bout de 10 ans de carrière, tout va bien, je suis heureux, je suis en Suisse, je travaille, je gagne très bien ma vie, les salaires sont très hauts là-bas. Voilà, tout va bien. Et puis, crise économique, et en gros, il n'y a plus de clients, quoi. Il n'y a plus de clients et je m'ennuie dans mon travail. On ne sait plus quoi faire, il n'y a plus de tourisme, et les gens ne viennent plus. L'hôtel est vide et moi, je me mets à me passionner aussi en parallèle pour l'informatique. Je trouve ça génial et je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais gagner ma vie en travaillant avec ça? Qu'est-ce que j'aimerais arrêter mon métier actuel? Et puis, je me dis, bon, ben, allez, reconversion professionnelle, je me lance un nouveau défi. J'arrête l'hôtellerie et je me lance, je retourne à l'école et je vais passer un diplôme d'informaticien. Alors là, encore une fois, on m'a dit, non, mais c'est compliqué. Ça fait 10 ans que tu travailles, tu en es arrivé enfin au poste que tu voulais.
tu gagnes bien ta vie, tu vas repartir à zéro. En plus, l'informatique, rien à voir. Tu vas pas pouvoir capitaliser sur ton expérience. Eh bien oui, je me suis lancé ce défi et j'ai cherché une école et puis je me suis retrouvé, en fait, finalement, j'ai été accepté qu'à Toulouse. J'ai dû déménager, je suis parti à Toulouse et j'ai repris l'école. Alors j'avais confiance en moi, en mes capacités, j'étais sûr que j'allais y arriver. En tout cas, je savais que j'allais pas lâcher, mais je vous avoue, c'était pas non plus une croisière. Voilà, une croisière. D'ailleurs, j'ai une anecdote où je me suis retrouvé à un moment donné en serviette de bain avec le shampoing dans la main comme ça, sortir de ma chambre d'étudiant pour aller dans les toilettes communes et les douches communes. Et là, je me suis dit, j'ai peut-être fait une connerie. Peut-être déconner là, mais bon, après, ça s'est passé, j'ai continué, j'ai eu mon diplôme, je suis revenu et j'ai réussi à travailler en tant que consultant informatique. Et là, je suis arrivé le premier jour où je suis arrivé dans ce travail, c'était le plus beau jour de ma vie. J'avais réussi à changer totalement de carrière, à me retrouver voilà, dans une fraîcheur, une envie d'apprendre. Et puis j'ai fait carrière là-dedans. Et puis j'ai fini à la Défense, 10 ans plus tard, en tant que responsable dans une multinationale américaine où je travaillais d'ingénieur d'implémentation, je travaillais à la Défense, je gagnais bien ma vie, j'étais super sain, je mangeais bien, je fumais pas, je buvais pas, peu sport, enfin voilà. Pour moi, aux yeux de la société, c'était voilà, j'étais arrivé. Généralement, les gens quand ils arrivent là, ils se disent bon bah, je suis bien, je reste comme ça, je bouge pas. Et malheureusement, bah là, la vie en a voulu autrement parce que je me retrouve en une fraction de seconde aux urgences, entre la vie et la mort. Voilà. Rupture œsophagienne. Je suis accueilli. Vous savez, dans les scènes, dans les films où on pousse le brancard comme ça, avec la lumière qui défile au plafond et les gens qui disent on le perd, on le perd, on le perd. Ben, ça, je l'ai vécu en vrai, en fait. Je l'ai vécu en vrai. Et on m'a accueilli au bloc opératoire pour anesthésie générale. Et quand on m'a endormi, la dernière pensée que j'ai eue, c'était je ne vais pas me réveiller. Voilà, j'étais persuadé que c'était fini. Et le plus étonnant, c'est que à ce moment-là, j'étais zen. Vraiment, j'étais dans une plénitude. Et c'est après coup, en y réfléchissant, que je me suis dit, en fait, c'est ça l'importance, en fait, de toujours essayer de réaliser ses rêves, essayer de suivre son cœur. Parce que c'est dans ces moments-là où, en fait, on a la rétrospective et en fait, je me dis, ben, j'ai pas de regrets, quoi. J'ai toujours fait ce que je voulais. Et ça, c'était un moment très fort. Et bon, voilà, je vais pas vous faire languir. Je me suis réveillé, parce que sinon, je ne peux pas parler avec vous aujourd'hui. Donc, après 2 jours en salle de réanimation, quand même, je me réveille. Il me faut des mois pour m'en remettre. Je retourne au travail. Je suis très content de reprendre le travail parce que j'en avais marre de rien faire. Sauf que quand j'arrive au travail, bah, le monde que j'ai connu avant et le monde que je rencontre en revenant n'a plus rien à voir. Là, je me prends une claque. Je sais pas, j'ai un état de conscience qui est différent. Je perçois la réalité différemment. Je comprends pas ce que je fais là. Et je fais ce qu'on appelle, on connaît tous le burn-out. Il y a aussi ce qu'on appelle le brown-out. C'est quand on est désengagé de son travail, qu'on sent qu'on est limite dans un état dépressif, hein, pas très loin, avec un sentiment que ce qu'on fait est absurde. Et moi, c'est ça, j'avais le sentiment, même si j'adorais mon travail, il était passionnant, j'adorais mon entreprise au top, les équipes géniales, moi, j'avais le sentiment de travailler pour suivre des objectifs et que toute l'année, je générais du chiffre d'affaires qui permettait de payer des gens qui, ayant déjà un bateau, pouvaient acheter un deuxième bateau. Donc du coup, cette image, elle est forte, elle n'est pas forcément vraie, mais c'est ce que j'ai eu dans ma tête. C'est ce que j'ai eu et j'arrivais pas à m'en dépêtrer. Donc du coup, je me suis dit, là, je peux pas continuer comme ça. Encore une fois, je me suis dit, il faut que je me lance un nouveau défi, faut que je trouve un sens à ma vie, il faut que je trouve un moyen de contribuer au monde de manière positive, et vraiment que je le vois de mes propres yeux. Et je me suis vu dans l'humain et je me suis dit, durant mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit t'es fou de faire ce que tu fais, non mais tu vois, c'est compliqué, ou des gens qui eux-mêmes rêvaient de faire certaines choses et se maintenaient dans un sentiment d'échec ou étaient entourés de croyances limitantes et ne pouvaient pas réaliser justement leur potentiel. Et je me suis dit, bah, ces gens-là, j'ai envie de les aider. Et c'est avec mon parcours que je vais pouvoir les aider, et tout naturellement. Vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce métier de coach qui est en fait correspond à, pour ceux qui connaissent, à mon ikigai, c'est ma mission de vie et c'est ce qui aujourd'hui me permet d'être vraiment heureux dans ce que je fais, d'avoir trouvé ma place
et je récolte des trésors et ça vaut tout l'or du monde quand j'ai un client en face de moi qui atteint son objectif et quand j'ai permis à quelqu'un de se réaliser tout simplement. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a comme formation pour devenir coach? Parce qu'on en voit quand même, enfin, on en avait parlé déjà, toi et moi ensemble, sur le fait qu'il y a plein de formations différentes. Moi-même, je pensais à peut-être évoluer vers ça, l'ajouter comme corde à mon arc. Et du coup, je t'avais posé déjà cette question. Et donc en perso, on va dire. Mais du coup, là, pour les abonnés, qu'est-ce que tu pourrais nous dire des formations pour choisir sa formation ou son institut de formation? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et globalement, quand moi-même, de mon côté, j'ai tapé formation, coach, développement personnel, enfin, tu as juste des milliers de trucs qui sortent, plus variés les uns que les autres. Et en fait, tu t'y retrouves pas, quoi, tu vois. Oui, je comprends tout à fait. C'est justement alors certains le voient comme un avantage, d'autres comme un inconvénient. Euh, c'est que cette profession n'est pas régulée. Et, autrement dit, tout le monde peut se proclamer, s'auto-proclamer coach du jour au lendemain. Et donc, du coup, il n'y a pas de formation officielle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des formations qui sortent du lot. Euh, Si on cherche une formation, alors avant même de penser à chercher une formation, il faut déjà se poser les questions. Pourquoi est-ce qu'on veut devenir coach? Si à partir du moment où c'est parce on sait pas trop quoi faire et on cherche un moyen de se mettre en valeur, peut-être un moyen de se dire, ben, je vais me valoriser. Si c'est une question d'ego, déjà là, il faut déjà faire un travail sur soi à ce niveau-là. Il faut vraiment avoir une approche humaniste. On fait ce métier vraiment pour être au service des autres. Si c'est pas la raison principale pour faire ce métier, voilà, il faut attendre un peu, peut-être acquérir, grandir, avoir de la maturité, peut-être un peu plus, voilà, attendre de vieillir un peu, quoi. Et une fois qu'on a fait son choix, après il y a des formations qui sont certifiantes, qui sont reconnues par l'État. Après il y a des niveaux de formation. Moi je connais pas toutes les formations, mais je peux parler de celles que j'ai faites. Donc celles que j'ai faites, moi j'en suis très satisfait. Donc je peux en parler ouvertement. C'est Link Up Coaching. Moi ce que j'ai apprécié, c'est que une formation qui est longue, assez longue, quoi. Quand même un an de sa vie, on va littéralement reprendre ses études. On n'est pas dans une formation, on est vraiment on passe vraiment sans qu'on passe un diplôme. C'est un diplôme donc qui est avec un contenu très riche, une formation très solide. Et ce que j'ai préféré aussi, c'est la pratique qui était mise en avant, beaucoup de pratiques, pas que des connaissances théoriques. On était là et on pratiquait, et c'est comme ça qu'on apprend vraiment. Et puis une certaine exigence que j'ai vue lorsqu'on passe le diplôme, puisque là c'est un niveau RSSP 7, donc c'est un niveau Master 2, entre guillemets, on rédige un mémoire et on va le présenter devant un jury comme voilà, en conditions réelles et avec tout le stress que ça implique. Et voilà, c'est l'exigence de cette formation qui m'a permis vraiment de me dire bon voilà, c'est pas fait pour pour tout le monde, il faut vraiment être vraiment motivé. Et malheureusement, il y a des formations qui sont peut-être plus courtes, qui permettent aussi de devenir coach. Après, moi, j'ai pas de jugement là-dessus. C'est plus pour les clients, euh, les éventuels clients ou clientes qui aimeraient qui s'intéressent à travailler avec un coach. Peut-être poser la question, quelle formation a le coach? Logiquement, il devrait être transparent puisque ça fait partie de la déontologie d'être complètement intègre et transparent, de dire, bah voilà mes compétences, voilà ma formation. Donc, si à partir de là, ça pose un problème aux professionnels, c'est que, bon, faut mieux se méfier et finalement, c'est qu'il y a direct un loup, quoi. Mais généralement, bon, il y a pas de souci. On me l'a jamais demandé, mais je sais que si on me le demandait, je présenterais ma certification et je comprendrais tout à fait la démarche. Et même, je l'encourage. Donc, il y a des formations, en gros, en résumé, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a différents centres de formation, mais ce qui peut en tout cas être garant de la qualité de la formation, c'est le titre RNCP. Oui, c'est quelque chose qui est important d'avoir une formation vraiment solide. Donc, essayer de viser ce qui va demander en fait le plus d'efforts, hein, tout simplement. Ouais. C'est, si on vous dit devenez coach en 2 semaines avec une formation à, je sais pas, à 800 euros, est-ce on va apprendre des choses, mais est-ce qu'on aura la maîtrise des outils pour vraiment être un professionnel et se considérer en tant que tel? Je me pose la question, je suis pas sûr. Hmm.
Et alors, comment on trouve un bon coach? Du coup, qu'est-ce que c'est peut-être pour toi, ou en tout cas comme enfin, moi, si on me posait la question, quelles sont les qualités que doit avoir un psychologue, c'est assez clair dans ma tête et je suis en Ouais. 40 mais mais pour un coach, comment voilà, quels sont les critères, on va dire, ou les choses auxquelles on doit faire attention pour trouver un bon coach? Euh, Déjà, il faut faire confiance à son intuition. Premièrement, déjà, si on sent qu'on n'apprécie pas vraiment la personne en face, ou si on a, enfin voilà, se dire est-ce que cette personne, est-ce que sa tête, elle me revient? Est-ce que voilà, c'est très important parce que c'est sur la relation que va se baser tout le processus. Donc, Hmm. si la relation elle est déjà bancale et si vous êtes mal à l'aise, peut-être ça peut être n'importe quoi, peut-être le son de la voix ou le physique, ou, voilà. Déjà, il faut pas insister. Il y a des clients qui vont matcher avec certains coachs et puis inversement, certains coachs ne sont pas compatibles avec d'autres clients. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut pas forcer les choses à ce niveau-là. Après, les qualités d'un coach, ben, j'ai parlé de la formation. Ça, c'est très important. Donc, vérifier la formation et les compétences qu'a le coach. Vérifier aussi, sentir si c'est quelqu'un qui est qui a une bonne conscience de lui-même, autrement dit, qui n'est pas là, qui va toujours réorienter l'attention sur son client, qui n'est pas là pour se faire valoriser, pour recevoir des compliments, qui va dire non, ben c'est de vous qu'il s'agit. Sentir qu'il est bienveillant, sentir qu'il a une forme d'humilité et de retenue par rapport à lui-même, voilà, de quelqu'un qui se met en avant, qui parle fort, ou qui est voilà, qui a un peu trop d'ego, il faut se méfier. Le coach, il est en position basse, il faut le rappeler, et le client est en position haute. Ça, c'est un élément important aussi que je peux préciser. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'inverse d'un médecin. Un médecin est en position haute et le patient qui va le consulter est en position basse. Ça signifie que c'est le médecin qui, lui, connaît la santé et connaît la médecine et c'est lui qui va dire, ben voilà, vous avez ça, je vous ordonne de prendre ce traitement, d'où l'ordonnance. Le coach, c'est tout le contraire. C'est le coach qui est en position basse et le client est en position, ou la cliente en position haute. Ça signifie que c'est la cliente ou le client qui connaît bien sa réalité, qui connaît bien ses besoins, qui va vraiment comprendre sa situation. Le coach est là en position basse et une position assez confortable puisque quelque part, on prend pas de risque à donner un conseil, ce qui est vraiment qui est à bannir en tant que coach, donner un conseil, donner son jugement. Moi, en l'occurrence, si un client me dit par exemple, bah, je suis perdu, qu'est-ce que vous en pensez parce que je ne sais pas quoi faire, je ne répondrai pas à cette question. Ou alors je répondrai par une question. Je dirais, et si vous saviez, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Imaginons que vous sachiez. Voilà. Et ça, on débloque comme ça la réflexion du client pour qu'il puisse aller avancer toujours dans sa réflexion et sa compréhension de sa situation jusqu'à faire émerger les solutions qui seront évidemment co-construites avec moi, mais toujours par le prisme du champ de conscience du client. C'est lui qui observe sa réalité. Moi, je ne fais qu'écouter, questionner et pas orienter le sujet, mais orienter le cadre pour permettre de cadrer la discussion et la conversation, ouvrir des portes et puis permettre au client de lui observer sa réalité et voir peut-être un endroit où il n'ose pas regarder, où il n'a jamais regardé. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu peux avoir comme motif là? Là, c'est une question qui me vient. C'est qu'est-ce qui pourrait, quand les clients t'appellent ou quand les gens t'appellent en général, quels vont être les motifs de ces appels? Pourquoi ils Euh, viennent? tu, veux, tu veux des exemples concrets ou de manière générale, puisque Pratique, tu vois, dans ta pratique, les gens, quand ils t'appellent, ouais. tu vois, enfin, voilà, deux, trois exemples de ce que tu as pu enfin, avoir, puisqu'après, on a encore d'autres questions d'abonnés auxquelles répondre. Mais je me permets D'accord. de caser la mienne au milieu. Du En coup, fait, voilà. d'accord, ok, ça marche. Il y a plusieurs catégories. Il y a soit une personne qui a un but qui lui paraît faisable, possible, mais il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. Donc ça, c'est le premier stade. Et du coup, moi, je vais l'aider à justement surmonter ces obstacles-là. On a soit une personne qui est sans espoir, qui se dit, moi, ce but qui me paraît impossible pour moi, mais tout en sachant que ce besoin est peut-être vital pour elle. Et dans ce cas-là, on va surmonter ses croyances limitantes. Ou alors, il y a un problème d'estime de soi en disant, moi, j'aimerais ça, mais je ne le mérite pas.
et donc je ne peux pas l'avoir. Après, il y a la connaissance de soi, ça peut être la relation aux autres ou avec soi-même, ça peut être aussi, voilà. Et après, les demandes, j'ai eu, je peux prendre des demandes, par exemple, je te donne des demandes ou je t'explique aussi ce qu'on a fait pour répondre aux demandes. Juste la demande, on détaillera peut-être après, mais juste Ok, la demande. d'accord. Alors moi j'ai eu une jeune femme entrepreneuse qui a voulu créer sa boîte et qui m'a tout simplement fait une demande de comment avoir plus de clients pour son entreprise. Après, ça c'est la demande. Je fais bien la distinction entre la demande et l'objectif, qui sont deux choses différentes. On accueille la demande de la cliente ou du client et généralement l'objectif il est toujours un peu différent ou des fois même complètement opposé. Et là, en fait, l'objectif, quand on l'a défini au bout de 5 séances, c'est quelque chose qui prend du temps avant de vraiment être sûr de ce que veut l'individu. En fait, elle avait du mal à entrer en contact avec des personnes inconnues. Donc du coup, il y avait ce blocage, tout un système de pensée automatique qui l'empêchait d'aller vers les gens qu'elle ne connaissait pas. Et comme son travail impliquait un travail de commercial, du coup, ça l'handicapait. C'est ça qu'on a travaillé sur cette structure cognitive pour qu'elle avance là-dessus. Peut-être que je pourrais. Une autre cliente qui, elle, était mariée pendant 40 ans, je vais pas rentrer dans les détails pour pas, enfin, c'est confidentiel, mais je vais pas rentrer dans les détails, et qui a tout simplement décidé suite à un divorce, après 40 ans de mariage, de changer de vie. Donc forcément de vendre sa maison et de partir. Et elle est venue avec cette demande-là. Et elle avait besoin d'un coach pour l'aider dans cette transition qui était compliquée. Et finalement, l'objectif, clairement, quand on l'a défini, ce qu'elle voulait vraiment, c'était rencontrer l'amour. Donc on est parti là-dessus. Pardon, je vais éternuer, j'ai des allergies. Et une jeune femme qui voulait maintenir ses relations amoureuses, elle n'arrivait pas à maintenir des relations amoureuses stables, elle voulait comprendre en quoi son comportement faisait qu'elle n'arrivait pas à rester ou peut-être qu'elle cherchait toujours le même type de profil d'homme qui ne lui convenait pas. J'ai eu une personne qui était dans l'immobilier, enfin qui travaillait, qui voulait développer son patrimoine immobilier et ça lui passionnait, donc il voulait faire cette transition de son travail salarié à être totalement indépendant, autonome avec ses revenus, d'acheter des appartements, les retaper, les louer à des étudiants, etc. Et, enfin voilà, les demandes, c'est très large, c'est très très large, mais attention, c'est très important d'identifier, moi ce que je propose à mes clients avant qu'ils deviennent clients, c'est de faire un entretien préalable pour que je puisse accueillir cette demande. Et là, c'est très important parce que c'est à ce moment-là que je vais voir si la demande rentre dans mon champ de compétences. Donc, même si j'ai dit que le champ était très large, parce que là, on s'adresse à la large majorité de la population qui est bien portante, si je détecte quelque chose de l'ordre de la guérison, lié à une psychopathologie, lié à une phobie, lié à une dépression aiguë, ou si j'entends qu'il y a un traitement voilà, psychiatrique, là, c'est dans ces moments-là où je vais interrompre tout de suite l'entretien et dire bon ben là je vais vous conseiller d'aller voir telle ou telle personne ou Cécilia par exemple parce qu'elle a les compétences que je n'ai pas pour vous aider. Et il y a aussi le client pour voir s'il veut travailler avec moi parce que c'est important, donc c'est un match vraiment, ça va dans les deux sens. Et même si le client est bien portant, il n'a pas de maladie entre guillemets, de maladie, il faut voir si sa demande aussi est en cohérence avec mes valeurs. Parce que si le client me demande un truc qui, moi, me dérange profondément, je ne vais pas pouvoir l'aider. Ça va être compliqué pour moi. S'il me dit, je veux aidez-moi à tromper ma femme ou aidez-moi à faire du mal ou je ne sais quoi, ou voler, enfin, des choses. Je vais dire, non, désolé, peut-être, je serais capable de l'aider, évidemment, si je mets à disposition mes outils. Mais est-ce que j'en ai envie? Ça, c'est personnel et je ne pourrais pas l'aider à le faire. Ouais. Et du coup, là, j'entendais que tu parlais donc finalement de tous les critères d'exclusion, ce qui fait que tu vas pas prendre un client. Donc, il y a le feeling déjà. Si tu es en mesure de répondre à la demande par rapport à ta formation, par rapport à tes compétences et à tes outils. Et ensuite, et c'était aussi un peu l'objet de ce live, tout ce qui est en lien avec la santé mentale, où là, tu vas pouvoir réorienter ou dire que bah, finalement, ça fait pas partie de ton job, quoi, que c'est pas ça ton job. Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'on a une question d'abonnés justement qui disait, mais est-ce qu'il y a en coaching, donc je lis la question, est-ce qu'en coaching, il y a des tâches à réaliser concernant la phobie, comme on peut en avoir en TCC?
Et la question suivante, c'était, est-il mieux de prévenir le patient ou le coaché qu'il va s'exposer à l'objet phobogène? Et en fait, mais du coup, ça nous fait une parce que quand on a préparé le live avec Walid, donc il y avait cette question et Walid me dit un peu, ah bah cool, enfin voilà, ça va te permettre de répondre à cette question. Et j'ai dit, mais non, c'est à toi qu'elle est posée la question. Et il me dit, mais moi, je peux pas répondre à ça, c'est pas mon job. Ben oui, comme je t'ai dit, la question est vite répondue. C'est non, quoi. Non, parce que non, je, si- s'il y a un risque que le client puisse être confronté à une phobie, euh, l'objet phobogène, comme le dit la question, en fait, sachant que c'est le client qui est responsable de la mise en œuvre d'un plan d'action et de l'acceptation des solutions qui ont été construites, c'est lui qui est donc autonome et qui donc du coup l'effet bien, le bienfait de ça, c'est qu'il est responsable de sa réussite aussi, puisque on l'a pas guidé, je l'ai pas fait à sa place et je l'ai pas, voilà. Donc du coup, il va pas se jeter dans une phobie. Il va logiquement choisir un objectif qui n'est pas en rapport avec sa phobie et il va s'écarter de ça. Il va choisir une solution de contournement ou un truc beaucoup plus élégant et plus facile à atteindre. Après, comme le suggère peut-être la question, si l'objet de la demande, c'est j'aimerais travailler sur cette phobie, j'aimerais surmonter cette phobie, c'est là où moi je dis, bon, ben là, malheureusement, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour vous. Je vous recommande d'aller voir cette personne, ce type de personnes-là, qui, eux, vont être beaucoup plus efficaces que moi, parce que moi, je ne sais pas le faire. Ouais, et je pense que c'est important de rappeler ça parce que, en fait, la thérapie et le coaching, donc comme on disait, c'est deux approches complémentaires, donc qui sont pas en opposition. Moi, ça m'est déjà arrivé d'orienter des personnes. Alors, je vais donner le cas d'une patiente que j'ai suivie pendant quasiment 2 ans. Et en fait, il y a eu une interruption après de 9 mois et elle est revenue me voir en me disant, j'ai rechuté, il se passe ci, ça dans ma vie, etc. Et je comprenais rien à ce qu'elle me disait, en fait, parce qu'elle me parlait de tout un tas de choses dont j'étais pas au courant. Et donc, à un moment, je lui dis, mais enfin, vous êtes venu me voir la dernière fois à telle date, etc. Et je dis là, vous me parlez de tous ces éléments et je ne sais pas à quoi ça fait. Et en fait, pendant les 9 mois, il s'était passé des tonnes de choses où la personne a changé de travail, monté sa boîte. Enfin, il s'était passé vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y avait pas eu de reconversion ni rien, mais juste elle avait décidé de se mettre à son compte et tout. Et donc, pour moi, il n'y avait pas de rechute. Et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs pendant la séance. Je lui ai dit, mais on ne peut pas parler de rechute alors que vous avez mis toutes ces choses en place. Et du coup, je ne comprends pas même l'utilisation de ce terme et ce que vous y mettez derrière. Et donc, elle me dit, parce que je manque de confiance, j'arrive pas à aller vers les gens. Et puis avec mon assistant, je sais pas quoi, machin truc. Donc je me dis, ok. Donc en plus, la meuf a des employés, en plus d'avoir monté sa boîte, etc. Donc vraiment, c'était lunaire par rapport à la dernière fois que je l'avais vue avec tout le travail qu'on avait pu faire ensemble sur son passé. Et là, je lui ai dit, ben, en fait, moi, je ne peux pas vous aider là-dessus parce que ce qu'elle me demandait, c'était vraiment pour la suite. C'est-à-dire, maintenant, j'en suis là, je veux aller là. Et ça relevait pas du tout de la thérapie. C'est-à-dire que nous, on avait travaillé toute son histoire de vie et son enfance, et voilà, son passé vraiment douloureux, qui la retenait littéralement, où elle n'arrivait pas à avancer dans sa vie parce que c'était vraiment comme des chaînes qu'elle avait au pied, quoi. Une fois qu'on a rompu les chaînes, etc., bah, bim bam, elle a lancé sa boîte, fait ses trucs et ses machins. Enfin, elle a éclos comme pas possible. Et du coup, après, bah, elle venait me voir en me parlant de rechute et j'étais là, je fais non, ce n'est pas une rechute. Et avec une demande qui ne relevait pas de la thérapie, où moi, concrètement, je ne voyais pas ce que je pouvais faire de plus que ce qu'on avait déjà fait ensemble puisque notre travail était terminé. Et dans ce cadre-là, j'ai envoyé cette patiente à Walid en lui disant bah allez voir, enfin je lui ai proposé plusieurs coachs, en vrai de vrai je lui ai proposé plusieurs coachs parce que je propose toujours homme-femme, etc., parce que ça dépend aussi du feeling, enfin bref. Elle a choisi Walid qui a pris le relais en fait sur le présent jusqu'à l'objectif dans le futur, quel objectif elle voulait atteindre. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Et c'est pour ça que parfois j'ai eu en MP des conversations avec différents abonnés qui
qui me posait des questions où pour moi, la différence entre le coaching et la thérapie, elle est tellement limpide dans mes connaissances du coaching et dans la manière dont je vais pouvoir utiliser, toute proportion gardée, les coachs à ma disposition, mais à qui je vais pouvoir réorienter des personnes parce que ça n'a rien à voir avec la thérapie. Que le coach ne revient pas sur le passé, il va pas creuser les attachements avec les parents, le comment je suis né, dans quel ordre dans la fratrie, le machin, le je sais pas quoi, le nanana. C'est pas ça en fait. Non, pas du tout. Nous, on est dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant? Comment, comment aider la personne à vivre et s'adapter à son ici et maintenant? Comment l'aider à changer? Comment l'aider à vivre selon ses propres choix? Comment l'aider à libérer son potentiel? Et c'est là justement que la transition se fait vraiment de manière élégante, je trouve. C'est quand quand tu m'envoies un client ou une cliente, c'est juste fluide puisqu'on elle rentre dans un nouveau champ. C'est super efficace, je trouve. Alors là, il y a une question dans les commentaires, il y a une personne qui nous demande comment se déroule une séance de coaching. Alors, j'imagine qu'elles sont un peu toutes différentes, mais est-ce qu'il y a une organisation type ou quelque chose? Alors, il faut savoir que on est vraiment dans du sur-mesure. C'est de la pédagogie sur mesure. Chaque cliente aura vraiment un processus adapté à son histoire, ses ressources, ses capacités, ses croyances limitantes. Mais on peut voir une tendance, c'est vrai, où la première, en tout cas les premières séances, la première séance est vraiment importante pour établir une relation avec son client ou sa cliente. C'est sur ça que va se baser tout le travail. Et donc, il faut que ce soit une relation authentique où moi, je n'ai pas peur de dire, ben voilà la vérité, de dire la vérité au client, même si voilà, là, je sais pas trop, je suis perdu, est-ce que vous pouvez m'aider, me répéter parce que j'ai pas bien compris. Ben, voilà, moi, je suis authentique, je suis empathique, il faut qu'il y ait de la bienveillance, c'est très important. Et donc tout ça, tout en restant professionnel, en fait, ça permet d'établir une relation solide où on va se connecter, l'individu et moi. Ensuite, on va travailler sur l'identité. Ça, c'est vraiment pour moi un des piliers au début de travailler là-dessus pour pouvoir vraiment utiliser l'identité tout simplement pour éviter, assurer la sécurité écologique et ontologique du client pour éviter qu'il fasse des choses à contre-cœur et toujours faire en sorte d'orienter si les solutions s'émergent, de dire bah, est-ce que c'est toujours cohérent par rapport aux valeurs. Et donc cette identité, elle me permet à moi de savoir qui j'ai en face de moi et aussi au client ou la cliente de prendre conscience en verbalisant qui je suis. Et en fait, il y a des révélations qui sont pour nous deux. Ensuite, dans un troisième temps, on va explorer la bulle de réalité de l'individu, voir dans quel environnement, comment il voit sa situation, qu'est-ce qu'il aimerait, quels sont ses désirs, quels sont les effets que ça va lui produire, quelles sont les conséquences de son objectif, quelles sont les causes de sa situation actuelle, tout ça, c'est une exploration qui se fait dans l'espace en mêlant mouvement physique et verbalisation qui allie l'avancée de la pensée avec l'avancée du corps. Et ça permet aussi d'utiliser ce que j'adore, moi, c'est le méta, c'est pour prendre du recul sur la situation, être un peu détaché émotionnellement pour pouvoir voir émerger de nouveaux un nouvel espoir, et se dire mais finalement ça va, c'est pas si grave que ça puisque je pense que je suis capable, on transforme un peu avec du renforcement, on renverse un peu la tendance. Et il y a toute la phase établie, on va travailler sur les besoins, donc dans le plan d'action qui est vraiment détaillé pas à pas, on utilise la méthode des petits pas, hein, vraiment tout en douceur. Il faut toujours que ce soit élégant, il faut toujours que l'individu se sente confortable pour faire la prochaine étape. Et s'il y a une complication, une difficulté ou un échec, hein, c'est très bien. Il n'y a pas d'échec en fait en coaching. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'échec. Au contraire, c'est tout simplement une chose qu'on n'avait pas anticipée, un nouvel obstacle pour lequel moi j'ai matière à travailler avec mon client. Et donc c'est bénéfique aussi d'avoir un échec, tout comme les réussites. Et donc après, on met en œuvre le plan d'action. Et puis il y a plein d'outils différents. Là,
Je parlais du SCORM, en l'occurrence, pour la situation. Je peux parler aussi de la restructuration cognitive. Celui-là, je l'ai utilisé justement pour la jeune femme que tu citais avant, qui avait du mal à aller vers les inconnus pour trouver de nouveaux clients. On a utilisé la restructuration cognitive de Beck, qui permet d'identifier les pensées automatiques qu'elle a juste avant d'aller voir les gens. Je ne suis pas à la hauteur, je suis débutant, je ne me sens pas légitime. Pourquoi est-ce qu'on m'écouterait? Je ne me sens pas à l'aise pour parler de moi, pour me vendre. Je trouve, il y avait des croyances limitantes sur les commerciaux. Voilà, les commerciaux, ce sont des gens avec des coupes de champagne qui racontent leur vie, qui se la racontent. Moi, je suis pas comme ça. Voilà, des choses qui sont des généralisations, qu'il faut détecter. Et on a modifié ces pensées automatiques par des pensées conscientes et construites qui, au contraire, inversaient la tendance. Donc là, on a transformé ça et ce sont les pensées, les mots de la cliente qui disaient, ben non, en fait, moi, tous mes clients sont satisfaits de mon travail. C'est vrai, tous mes clients sont très heureux de mon travail. J'ai été recommandé par plein de gens. Je suis sympa. Je sais que j'ai un bon sens de l'humour et généralement, je me fais des amis facilement. Enfin voilà. Et là, en fait, ça a inversé. C'est-à-dire que là, ce que tu dis sur je me fais des amis facilement, mes clients sont contents, etc., tu te reposes sur des événements factuels qu'elle a vécu et qu'elle peut du coup utiliser après. D'accord. Exactement. C'est le questionnement qui va lui permettre de se diriger vers des expériences qui lui prouvent que elle peut le faire et quels sont et comme quoi c'est évident qu'elle est capable de le faire. Et ensuite, eh ben, évidemment, après ces nouvelles pensées, elle va adopter, à recevoir de nouvelles émotions qui vont lui donner de nouveaux comportements. Ça, c'est le modèle classique, hein. Et ces comportements lui fourniront de nouveaux résultats. Et donc, cette situation avec ces nouveaux résultats vont renforcer les pensées qui ne seront plus construites, mais à nouveau des nouvelles pensées. On sort du cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux. Et c'est comme ça, du coup, qu'elle a travaillé avec moi. Et donc, dans les séances, tu vas faire une partie questionnement et une partie exercice, ou est-ce que les exercices, ils se font aussi entre les séances? Enfin, comment ça s'organise concrètement? Le coaching dans sa pure forme la plus pure, c'est du questionnement. Voilà, vraiment du questionnement, du questionnement. On va, grâce aux questions, soit déconstruire les croyances et les généralisations, les raisonnements qui nous paraissent un peu erronés, pour pouvoir aller au cœur du problème et savoir en fait qu'est-ce qui bloque. On peut aussi utiliser, et j'utilise aussi en plus du questionnement, la reformulation. C'est très important, la reformulation, parce que ça me permet d'être sûr d'avoir bien compris ce que le client m'a dit, qu'il n'y ait pas d'interprétation, pas de lecture de pensée de ma part. Ça me permet aussi de montrer à mon client que je suis présent avec lui, que je suis là et que je l'écoute. Donc, du coup, ça le renforce aussi dans sa narration. Et ça lui permet de prendre conscience de ce qu'il vient de dire aussi. Des fois, les clients disent des choses et quand on leur répète avec leurs mots précis, ils se disent, mais moi j'ai déjà eu des clients ou des clientes qui me disent, mais j'ai jamais dit ça. Non, mais j'ai pas pu dire ça quand même. Mais si, vous l'avez dit, parce que ce sont vos mots que je reprends. Et cette prise de conscience, elle se fait grâce à la reformulation. Ça permet aussi de mettre une pause. Quand il y a trop d'informations, je reformule. Il y a une technique que moi j'apprécie beaucoup, c'est le métamodèle, qui consiste à plus m'attarder sur la forme de la phrase plutôt que le sens. Et donc, c'était un peu caricatural, ça peut paraître un peu caricatural, mais ça me met dans une posture un peu naïve où je prends tout au premier degré. Et ça, c'est super intéressant parce que ça renvoie le client face à son raisonnement qui, des fois, n'est pas fondé. Je donne un exemple. Quand un client me dit « j'ai un très gros problème », alors moi, je réponds oui, mais gros comment? Et gros comme une citrouille, comme une voiture. Enfin voilà, ça désamorce un peu. Ou quand le client dit je me suis tout le temps en colère. Voilà, je m'énerve tout le temps. Ah oui, même quand vous dormez, vous êtes en colère. Même quand vous êtes sous la douche, vous êtes en colère. Et ça fait redescendre un peu la gravité de la situation et ça recontextualise en fait. Et ça, j'aime bien le métamodèle parce qu'il y a un peu d'humour aussi, un peu parce qu'on sourit généralement quand on utilise. Alors, j'avance un peu parce que du coup, il nous reste un quart d'heure. On avait prévu de faire un live d'1 heure. Il y a une question. Alors, une personne qui nous dit la croyance des potentiels est liée à comment on a grandi, comment on se voit dans notre environnement,
Donc, on irait plutôt travailler ça en thérapie. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, ou est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais aborder en coaching? Euh, alors, La- alors, libérer son potentiel, c'est quelque chose qui est assez vague quand même, hein. Il faut voir ce qu'on entend par là. Il est important de spécifier enfin, de préciser que en coaching, on a un objectif qui est défini et précis, vraiment avec quelque chose qui est mesurable Ouais. et qui est dans un processus, qui s'inscrit dans un processus court. Alors, On attends, fait pas de, parenthèse, parce que on ça me fait- fait penser justement à la différence, une des différences entre la thérapie et le coaching, c'est qu'en thérapie, on n'a pas de garantie de résultat et on n'a pas de, il y a pas de KPI, quoi. Vraiment, on va pas, il y a pas de choses, enfin, on peut mesurer, bien sûr, les progrès des patients, mais on n'a pas de garantie de résultat parce qu'on est quand même sur de l'humain. Enfin, c'est un peu compliqué. Versus le coaching, où ce que tu nous dis, c'est que les coachés, ils arrivent avec un objectif en disant, moi, à la fin de mon coaching, je saurais faire ci, ça, sinon, je suis remboursée, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. En gros, on a un objectif qui est atteignable rapidement. On n'est pas les processus de coaching, ça dure. Enfin, ceux que je pratique moi, c'est entre 2 mois et 6 mois. J'ai déjà eu un coaching qui a duré 1 an, mais voilà, c'était le maximum que j'ai eu. J'ai jamais eu plus que ça. Mais c'est des formats très courts et très rapides, orientés sur l'action. Alors l'action, ça ne veut pas dire forcément faire, hein. Ça peut être l'action, je décide de ne rien faire. C'est un plan d'action. Mon plan d'action, c'est je ne fais plus rien. Bref, mais en tout cas, c'est voilà, donc c'est ça la différence. Donc dépend de l'objectif précisément. Hmm. Oui, le passé fait en sorte qu'on a cette image de soi, mais c'est aussi ici et maintenant qu'on peut peut-être voir comment transformer cette image de soi, comment se valoriser, comment renforcer, comment prendre conscience de ses ressources, comment voilà, identifier ses valeurs, ses besoins, ses croyances, travailler dessus. Ouais, donc c'est ça. Là, quand tu parles d'ici et maintenant, c'est par exemple, si on prend cette question, donc la croyance des potentiels, etc., c'est que en coaching, tu te baserais sur, par exemple, des exemples, enfin, sur, par exemple, des exemples, sur des exemples du quotidien où la personne, je sais pas, j'imagine que tu irais la questionner sur ses blocages, par exemple, dans les 2 dernières semaines, genre. Mais tu remonterais pas à tout, qu'est-ce qui fait dans son histoire familiale que 20 ans plus tard, elle a des blocages. Oui, alors attention, je rappelle que c'est pas moi qui explore quoi que ce soit ou qui va lui questionner je me base vraiment sur ce que la personne a choisi de partager avec moi. J'essaie de poser des questions et j'essaie toujours de jauger si on n'a pas, enfin, c'est une limite qu'on va pas franchir. Si là, il arrive des fois que des clients, c'est tout à fait dans leur droit et c'est même un des piliers du coaching, c'est que la personne a le droit de répondre ou non à une question, a le droit de poser des questions, a le droit de dire bah, ça je suis pas d'accord et ça je ne le ferai pas et surtout a le droit d'interrompre le coaching à tout moment. Ça c'est très important et partant de ce principe-là, je ne vais pas m'aventurer à questionner des choses que le client n'avait pas prévu de partager avec moi puisque c'est lui qui est, je le rappelle, en position haute sur le contenu et moi en position basse, mais moi en position haute seulement sur le cadre pour dire aujourd'hui, on va travailler de cette manière-là, avec cet outil-là, mais tout ce qui est dedans, c'est le client qui choisit de ce dont il veut parler. Alors, on a une autre question. Est-ce qu'un coach peut être amené à voir un autre coach pour l'aider avec ses clients? Alors ça s'appelle tout simplement la supervision et ça fait partie du code déontologique du coaching que vous pouvez consulter si ça vous intéresse. C'est sur le site de l'EMCC. Et la supervision est une obligation pour les coachs. Alors une obligation, c'est hautement recommandé en tout cas de faire appel à un superviseur pour pouvoir bah, apprécier son travail, voir si on a des choses qu'on peut améliorer parce qu'on doit se développer en continu. Après, je peux aussi faire appel à un coach pour moi. En Mm. l'occurrence, moi, je le fais. Je le fais parce que les méthodes d'auto-coaching, moi, j'y crois pas trop, ou alors il faut vraiment avoir une sacrée expérience. En tout cas, c'est pas évident de s'auto-coacher puisqu'on n'a pas ce reflet enfin voilà,
nos, si on se ment à soi-même, il faut quelqu'un pour nous montrer qu'on se ment à soi-même, sinon c'est très difficile. Bref, moi, quand j'ai arrêté d'être salarié pour me lancer à mon compte, j'ai toujours été salarié. C'est la première fois que je me suis retrouvé entrepreneur, seul, livré à moi-même. Et là, je me suis dit, je sais ce que j'ai vécu quand j'ai arrêté l'école pour partir aux États-Unis. Je sais ce que j'ai vécu quand j'ai dû faire ma reconversion professionnelle pour passer de l'hôtellerie à l'informatique. J'en ai bavé. Là, cette fois, je vais pas le faire tout seul. Je vais trouver quelqu'un pour m'aider. Et j'ai été coaché par une excellente coach, Sarah Brugy, que j'embrasse si elle me regarde, et qui m'a aidé à vraiment me poser et avoir une vision beaucoup plus claire, précise de quelle stratégie je devais adopter. Voilà, je suis passé de, je suis seul au monde, tout seul, entrepreneur, je sais pas ce que je vais faire, personne n'est là pour me dire où aller, à, en fait, je suis libre. En fait, j'ai la possibilité de créer, je peux exprimer ma créativité à 100%. Et ça, ce switch, c'est ma coach qui m'a permis de le faire. Et ça a tout changé pour moi. Alors, il y a une dernière question qui va nous permettre aussi de faire la conclusion. Donc, la question, c'est est-ce que finalement, et celle-là, j'ai envie d'y répondre. Tu répondras peut-être je vais commencer la réponse. Est-ce que finalement, l'une des différences majeures entre thérapie et coaching ne se situe pas dans le positionnement du praticien? Et la suite de la question, c'est position haute pour le coach et basse pour le thérapeute. Donc, lors de ce live, plusieurs fois, Walid nous a expliqué que le coach est en position basse. Donc, donc du coup, ça c'est pas une différence, même si d'ailleurs je pense que, c'est position basse et parfois égale, comme on peut l'avoir en thérapie, puisque certes le thérapeute a des connaissances académiques, on va dire, sur le fonctionnement. Enfin, en thérapie, on a des connaissances sur le fonctionnement psychique, sur la neuro. Enfin, en EMDR, étant une thérapie très neuro, on a beaucoup de connaissances sur la neurologie, sur ce qui se passe dans le cerveau, etc., etc. Ok, mais il n'y a que le patient qui connaît le mieux sa propre vie. Donc ça, voilà. Du coup, il y a cette idée que finalement, le praticien, par rapport à la personne qui est en face de lui, on est en position basse sur tous les aspects de sa propre vie. Et c'est ce que Walid nous disait par rapport au coaching aussi. Dans les différences, du coup, je rappelle aussi que la différence entre la thérapie et le coaching, c'est que en thérapie, on creuse vraiment sur le passé. Donc, on va travailler sur ce qu'il y a dans le passé qui a une répercussion sur le présent. En coaching, Walid travaille comme ça et il en faudrait plus. Mais du coup, en coaching, on travaille sur le présent et l'objectif défini qui, lui, est dans le futur. D'où la complémentarité. Parce que je pense que vraiment, si aussi ça fonctionne, mes orientations vers Walid ont bien fonctionné et peut-être qu'à l'inverse, des réorientations vers moi fonctionneraient aussi, c'est que chacun a sa place, chacun a son job et qu'on ne s'occupe pas des mêmes choses. On ne s'occupe pas des mêmes choses. Moi, je m'occupe du passé, de tout ce qui s'est passé pendant l'enfance, la plus tendre enfance, parfois dans le transgénérationnel, dans les phases in utero aussi. En ce moment, je fais plein de choses je vais faire plein de choses sur les phases in utero, les traumatismes infantiles, etc. Ça, c'est des choses qui vont pas du tout être abordées en coaching, en fait. C'est des choses sur lesquelles, en tout cas, je crois pas. Tu m'as pas dit, tiens, j'ai pondu un programme sur se libérer de la mémoire de ses ancêtres avec 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Non. Donc l'autre différence, une des différences principales en tout cas pour moi, c'est vraiment ça, c'est que la thérapie, c'est le passé plus ou moins lointain, alors que le coaching, c'est aujourd'hui j'en suis là, je veux aller là, et comment je fais? J'ai une citation que j'ai notée, qui m'a semblé intéressante, c'est Martin Seligman, qui a dit: la psychologie se concentre sur la réparation des dommages avec un modèle du fonctionnement humain basé sur la maladie. C'est une science de la guérison. Et il indique aussi que le coaching, en l'occurrence, c'est une discipline axée sur le développement et l'évolution. Donc, on vise la résolution de problèmes, on vise la réparation, certes, mais surtout dans le but de permettre à l'individu de réaliser son potentiel, d'affirmer son identité
et se situer dans sa relation aux autres et au monde. Et ça, j'ai trouvé super intéressant. Martin Seligman, c'est un docteur en psychanalyse. Donc, c'est quelqu'un d'assez réputé, si je peux citer ses mots. En tout cas, voilà, je suis entièrement d'accord avec lui. Et aussi, il indique que toute la psychologie est vraiment, la psychothérapie est basée sur les gens qui sont plus ou moins, qui nécessitent une thérapie de guérison, mais que malheureusement, elle ignore des fois un peu toute la partie de la population qui est bien portante. Qui est bien portante, mais qui finalement a peut-être besoin aussi d'un modèle d'accompagnement adapté à ces gens-là. Et c'est là où moi je trouve que le coaching est super intéressant parce qu'il répond à un besoin. Bah, voilà, et souvent, en fait, c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs que le coaching, oui, c'est pour les gens qui vont bien et qui veulent aller encore mieux, on va dire. Alors que la thérapie, c'est les gens qui vont mal, qui sont en souffrance et qui veulent aller bien. C'est ça. Donc, ouais, c'est super, super chouette. Alors, j'ai un commentaire où il y a juste marqué en thérapie psychanalytique et je ne sais pas à quoi ça se réfère parce que j'ai essayé de remonter, mais je ne vois pas. Donc voilà, est-ce que la question peut être reposée? Et alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y a une personne qui nous dit que ce mec dont tu parles là, c'est le père de Ouais. la psychologie positive. Ouais. Merci. Donc, c'est chouette. En tout cas, cette phrase, elle est hyper représentative. Je trouve que c'est vraiment, il n'y a pas plus clair en fait pour expliquer la différence entre les deux. Donc, j'espère que ce sera clair aussi pour toutes les personnes qui ont regardé ce live, que ça vous a plu, qu'il y aura plein de personnes qui le regarderont aussi en replay, que ça aura été plus, comment dire, plus clair pour comprendre aussi un peu les tenants et les aboutissants du coaching et de la thérapie, qui sont vraiment deux choses différentes, mais qui ne sont qui sont pas opposées, j'allais dire qui sont ni opposées ni rien, mais qui sont pas opposées, qui sont plutôt complémentaires, et aider aussi les gens à mieux s'orienter, parce que on va pas se le cacher, les gars, on s'est tapé 2 ans de Covid, les coachs autoproclamés de je vais faire de toi le roi du bonheur. Ah, putain, il y en a quand même pas mal. Ouais. Et à un moment donné, c'était juste, c'était le zoo en fait, l'affaire là. Quand même. À partir du moment où on dit cette méthode-là marche avec tout le monde, elle est prouvée, en 10 étapes, vous arriverez à faire ça ou X ou Y, il faut fuir. C'est pas du coaching, ou alors c'est quelqu'un qui est conseillé et qui a une expérience qui est voilà de renommée dans un domaine précis. Ça peut être le marketing, ça peut être comment monter un business en ligne ou des choses vraiment très pragmatiques. Et si c'est son champ d'expertise, mais qui ne se disent pas coach, en l'occurrence, qui se disent consultant ou conseiller. C'est là la différence. Voilà. C'est qu'en fait, tout le monde utilise les mots un peu bankable et Ouais, voilà. Moi, c'est ce ça. qui est ouf, c'est les trucs en 21 jours. Alors, je sais pas qui a pondu cette idée de 21 jours parce que scientifiquement parlant, toutes les études qui ont été faites sur les changements de comportement, on n'est pas du tout sur ce chiffre-là. On est plutôt à une moyenne de 66-70 jours pour opérer un changement. Tous les coachs qui te disent enfin voilà, genre gagner confiance en soi en 21 jours, réussir à s'affirmer en 21 jours ou je sais pas quoi là. Bon, j'ai pas le droit de juger, mais je juge quand même. Oui. Mais heureusement, il y a beaucoup de gens très professionnels, moi que je rencontre tous les jours. On est une grande communauté de coaching et de coachs et il suffit de voir des institutions comme l'ICF qui réunit tous les professionnels. Il y a des groupes qui travaillent comme le groupe 3C dans les accompagnements des entreprises avec qui j'ai le plaisir de travailler, que j'ai eu le plaisir de travailler, qui sont vraiment formidables. Et évidemment, si on se fait une idée du coaching justement seulement sur les pubs Facebook ou Instagram, du coup, ça va être un peu biaisé, quoi. C'est pas le bon moyen de connaître la profession, d'où pourquoi ce live était nécessaire, peut-être. C'est clair, pour remettre l'église au milieu du village. Ok, alors est-ce qu'il y a une dernière chose peut-être que tu veux nous dire ou je sais pas enfin je sais pas peut-être que tu veux alors je sais que tu avais fait un e-book parce que je l'avais téléchargé, je ne l'ai jamais lu hein, je vais pas mentir là-dessus. Mais peut-être que tu veux parler de ça aux abonnés aussi, je sais pas s'il y a Moi, je pourrais parler encore des heures parce que ça me passionne. Donc, oui, il y a tellement de choses à raconter. Donc, si vous voulez poursuivre la conversation avec moi,
n'hésitez pas, vous avez mon profil, message privé, moi je lirai vos messages et je répondrai avec grand plaisir. Si ça vous intéresse, j'ai publié des articles qui répondent justement précisément et de manière approfondie aux questions qu'est-ce qu'un coach et comment reconnaître un bon coach. Si ça vous intéresse d'aller encore plus loin là-dedans, vous pouvez trouver le lien, je le mettrai dans ma bio. C'est sur mon site, comment reconnaître un coach efficace, quelqu'un qui ne va pas vous faire perdre votre temps et votre argent. Donc voilà, et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Cool, bah, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent pour cette invitation.